En mars 1989, Amélie Fontaine, 23 ans, fille unique d'un médecin respecté de Lyon, a quitté l'appartement familial dans le quartier de la Croix-Rousse en disant simplement qu'elle devait rencontrer quelqu'un. Elle n'est jamais revenue. Pendant 19 ans, sa famille et la police ont cherché des réponses sans jamais comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. L'enquête initiale n'a mené nulle part, les témoignages étaient contradictoires et le mystère s'est progressivement refroidi jusqu'à devenir un dossier classé parmi tant d'autres. Mais en 2008, lors de la vente du cabinet médical où le docteur Vincent Fontaine avait exercé pendant plus de 30 ans, des ouvriers ont fait une découverte qui allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur cette disparition. Derrière une bibliothèque dans le bureau privé du médecin, ils ont trouvé un compartiment dissimulé. À l'intérieur, un dossier épais, soigneusement organisé, contenant des documents sur Amélie qui n'auraient jamais dû exister. Des notes manuscrites détaillées, des lettres jamais envoyées, des références à un traitement secret. Ce que contenait ce dossier était si troublant que l'inspectrice chargée de l'affaire a dû reprendre l'enquête depuis le début. Comment un père médecin pouvait-il garder un tel secret sur sa propre fille? Qu'est-ce qui était consigné dans ces documents cachés pendant près de 2 décennies? Et surtout, où était Amélie Fontaine tout ce temps? Cette histoire va révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Une vérité qui était enfermée dans un cabinet médical de Lyon, attendant silencieusement d'être découverte. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, fin des années 80. La ville connaissait une période de transformation urbaine importante. Le quartier de la Croix-Rousse, historiquement connu comme le quartier des Canutes, ces tisseurs de soie qui avaient fait la renommée de Lyon au XIXe siècle, conservait encore son caractère authentique avec ses traboules, ses passages secrets caractéristiques de l'architecture lyonnaise et ses immeubles aux façades ocre et beige. C'était un quartier où tout le monde se connaissait, où les commerçants saluaient leurs clients par leur prénom, où les médecins de famille suivaient parfois 3 générations d'une même lignée. Le docteur Vincent Fontaine avait installé son cabinet médical rue des Tables Claudiennes en 1964, juste après avoir terminé ses études de médecine. À 52 ans en 1989, il était devenu une figure respectée du quartier. Grand, les cheveux grisonnants toujours impeccablement peignés, portant invariablement une blouse blanche immaculée, il incarnait l'image même du médecin dévoué à l'ancienne. Son cabinet, qu'il partageait avec le docteur Laurent Girard depuis 1978, occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien. La salle d'attente était décorée sobrement, avec des chaises en bois, des magazines médicaux soigneusement rangés et une odeur persistante de désinfectant qui rassurait les patients. Vincent Fontaine était marié à Claire depuis 28 ans. Claire avait été professeure de littérature française dans un lycée de Villeurbanne jusqu'à sa retraite anticipée en 1986. C'était une femme discrète, élégante, qui portait toujours des vêtements sombres et classiques. Elle avait les cheveux châtains coupés au carré, des lunettes à monture fine et un sourire rare mais sincère. Le couple vivait dans un appartement spacieux au 3e étage d'un immeuble de la Croix-Rousse, avec vue sur les toits de Lyon et par temps clair sur les Alpes au loin. Amélie était leur fille unique. Née en janvier 1966, elle avait grandi dans cet environnement médical et intellectuel. Enfant, elle passait ses mercredis après-midi au cabinet, faisant ses devoirs dans le bureau de son père entre 2 consultations. Elle était une élève brillante, particulièrement douée pour les sciences et les langues. Après avoir obtenu son baccalauréat scientifique avec mention très bien en 1984, elle s'était inscrite en psychologie à l'université Lumière-Lyon 2. Ce choix avait surpris son père, qui espérait la voir suivre des études de médecine, mais Claire avait défendu la décision de leur fille avec fermeté. En 1989,
Amélie était en 5e année, terminant son master de psychologie clinique. C'était une jeune femme de taille moyenne, mince, avec de longs cheveux bruns qu'elle portait souvent attachés en queue de cheval. Elle avait les yeux verts de sa mère et le nez fin de son père. Elle s'habillait simplement, préférant les jeans et les pulls, rarement maquillée. Ses amis la décrivaient comme sérieuse, réfléchie, parfois un peu distante, mais toujours à l'écoute. Elle travaillait à mi-temps dans une librairie du quartier pour financer ses études et son indépendance, même si ses parents lui proposaient régulièrement une aide financière qu'elle refusait poliment mais fermement. Amélie n'avait pas de petite amie connue à cette époque, ce qui inquiétait légèrement sa mère. Ses relations sociales tournaient principalement autour de l'université et de quelques amis d'enfance. Elle était passionnée par la psychanalyse, en particulier les travaux de Françoise Dolto et Jacques Lacan. Son mémoire de master portait sur les traumatismes familiaux transgénérationnels, un sujet qui semblait l'absorber complètement depuis plusieurs mois. Le cabinet médical fonctionnait selon une routine bien établie. Le docteur Fontaine recevait ses patients du lundi au vendredi, de 9h à 12h30, puis de 14h à 19h. Le samedi matin était réservé aux urgences et aux patients âgés qui avaient du mal à se déplacer en semaine. Le docteur Girard, son associé, gérait un horaire similaire, et ils se partageaient la permanence des week-ends et des jours fériés. La secrétaire médicale, Madame Berger, une femme efficace d'une 50aine d'années, gérait les rendez-vous et les dossiers depuis 16 ans. L'atmosphère du cabinet était professionnelle, mais chaleureuse. Les deux médecins se connaissaient depuis leurs études et s'entendaient parfaitement. Le vendredi 10 mars 1989 était une journée froide et grise à Lyon. Une petite bruine fine tombait depuis le matin, typique du début du printemps lyonnais. Les rues pavées de la Croix-Rousse brillaient d'humidité, et les gens marchaient rapidement, le col de leur manteau relevé contre le vent frais qui descendait du plateau. Amélie s'était levée vers 7h30 ce matin-là, comme d'habitude. Claire se souvenait parfaitement de ce détail, car elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine quand sa fille était apparue, déjà habillée d'un jean délavé, d'un pull en laine bordeaux et de baskets blanches. Amélie avait les traits tirés, comme si elle n'avait pas bien dormi. Elle avait refusé le café que sa mère lui proposait, prenant simplement un verre d'eau et une tartine de confiture qu'elle avait à peine touchée. « Tu as cours ce matin ?» avait demandé Claire en rangeant la vaisselle. « Non, j'ai terminé mes cours de la semaine hier. Je vais à la bibliothèque universitaire pour travailler sur mon mémoire », avait répondu Amélie en enfilant son blouson en jean. Cette conversation, Claire l'avait répétée des centaines de fois aux enquêteurs dans les semaines qui avaient suivi. Chaque mot, chaque intonation restait gravée dans sa mémoire avec une clarté douloureuse. Vincent était déjà parti au cabinet à 7h, comme tous les matins. Il prenait toujours son café seul dans la cuisine avant le réveil de sa femme et de sa fille, appréciant ces quelques minutes de silence avant une longue journée de consultation. Amélie avait quitté l'appartement vers 8h15. La concierge de l'immeuble, Madame Leclerc, l'avait vue sortir et lui avait fait un signe de la main. Amélie avait répondu par un petit sourire avant de disparaître dans la rue montante. C'était la dernière personne du voisinage à l'avoir vue ce matin-là. Selon les relevés de la bibliothèque universitaire sur le campus de Bron, Amélie était arrivée à 9h23. Elle avait signé le registre d'entrée comme tous les étudiants devaient le faire à l'époque. Elle s'était installée à sa place habituelle dans la section psychologie au 3e étage. Deux de ses camarades de promotion l'avaient aperçue là, penchée sur des ouvrages, prenant des notes dans un cahier à spirale bleue qu'elle utilisait pour son mémoire. À 11h45, elle avait rangé ses affaires et quitté la bibliothèque. Une amie, Sophie Arnaud, l'avait croisée près de la sortie et lui avait proposé de déjeuner ensemble à la cafétéria du campus. Amélie avait décliné poliment, expliquant qu'elle devait rentrer chez elle. Sophie se souvenait qu'Amélie semblait préoccupée, mais pas particulièrement inquiète ou effrayée. Les caméras de surveillance du tramway, bien que de qualité médiocre pour l'époque, avaient capturé une silhouette correspondant à Amélie montant dans une rame en direction de la Croix-Rousse à 12h07.
C'était l'un des derniers éléments factuels dont disposait l'enquête initiale. Claire était à la maison cet après-midi-là. Elle préparait le déjeuner, s'attendant à voir sa fille rentrer d'une minute à l'autre. Vers 13 heures, ne voyant pas Amélie arriver, elle s'était dit que sa fille avait finalement accepté l'invitation de Sophie ou d'un autre ami. Ce n'était pas inhabituel. À 14h30, le téléphone avait sonné. Claire avait décroché, pensant que c'était Amélie qui prévenait de son retard. Mais c'était Vincent, qui appelait rapidement entre deux patients pour demander si Amélie était rentrée. Claire lui avait dit que non, et Vincent avait simplement répondu qu'il la verrait ce soir avant de raccrocher. Cette brève conversation avait semblé anodine sur le moment. L'après-midi s'était écoulé lentement. Claire avait lu, fait quelques courses dans les commerces du quartier, préparé le dîner. À 18h, elle commençait à trouver étrange qu'Amélie ne soit pas encore rentrée et n'ait pas appelé. Amélie était toujours très ponctuelle et prévenante. Elle téléphonait systématiquement si elle devait rentrer tard. Vincent était rentré du cabinet vers 19h30, comme d'habitude. En ouvrant la porte, il avait immédiatement senti une tension inhabituelle dans l'appartement. « Amélie n'est toujours pas rentrée », avait dit Claire, la voix légèrement tremblante. Vincent avait froncé les sourcils, posé sa sacoche médicale dans l'entrée et décroché le téléphone pour appeler Sophie Arnaud, dont il avait le numéro. Sophie lui avait expliqué qu'elle avait vu Amélie à la bibliothèque en fin de matinée, mais qu'Amélie avait refusé de déjeuner avec elle. Non, elle n'avait aucune idée d'où Amélie pouvait être. Ils avaient ensuite appelé les autres amis d'Amélie, la librairie où elle travaillait, même l'université. Personne ne l'avait vue depuis midi. À 21h, Vincent avait pris sa voiture et fait le tour du quartier, passant devant tous les endroits où Amélie avait l'habitude d'aller. Rien. À 23h15, il s'était présenté au commissariat du 4e arrondissement pour signaler la disparition. L'officier de permanence, un homme d'une quarantaine d'années au visage fatigué, avait pris leur déposition avec une routine professionnelle teintée de scepticisme bienveillant. Une jeune femme de 23 ans absente depuis quelques heures, ce n'était pas encore vraiment inquiétant selon lui. Elle avait probablement rencontré quelqu'un, oublié l'heure. Il verrait le lendemain. Mais le lendemain matin, Amélie n'était toujours pas rentrée. Son lit n'avait pas été défait. Le téléphone restait désespérément silencieux. C'est le samedi 11 mars, vers 9h du matin, que Claire, en rangeant machinalement le blouson qu'Amélie avait porté la veille et qui était resté sur une chaise de sa chambre, avait trouvé dans une poche un petit mot plié en 4, écrit de la main de sa fille. Le message était bref et troublant. « Si je ne rentre pas, papa sait où me trouver. Ne lui en voulez pas. » Ce bout de papier avait tout changé. Claire avait immédiatement appelé Vincent au cabinet, où il assurait sa permanence du samedi matin, malgré la situation. Quand elle lui avait lu le message au téléphone, il y avait eu un long silence. « Je rentre immédiatement », avait-il finalement dit d'une voix blanche. Mais quand il était arrivé à l'appartement 20 minutes plus tard, Vincent avait juré qu'il ne comprenait pas ce que signifiait ce message. Il n'avait aucune idée d'où était Amélie. Il semblait sincèrement choqué et désorienté. Claire voulait le croire, mais quelque chose dans ses yeux, une lueur de panique qu'elle n'avait jamais vue auparavant, l'avait fait hésiter. L'enquête officielle avait commencé ce samedi après-midi. Le message trouvé dans la poche d'Amélie donnait à la disparition une dimension beaucoup plus sérieuse. L'inspecteur principal Alain Mercier, un homme méthodique de 55 ans, avait pris l'affaire en main. Il avait interrogé longuement Vincent, revenant sans cesse sur le sens possible du message. Vincent maintenait qu'il ne savait absolument pas ce qu'Amélie voulait dire. Les semaines qui ont suivi le 10 mars 1989 ont été un cauchemar éveillé pour la famille Fontaine. L'enquête policière s'est déployée avec toute la rigueur requise pour une disparition inquiétante. Les recherches ont commencé par le quartier de la Croix-Rousse, s'étendant progressivement à toute la ville de Lyon, puis aux communes environnantes. Des équipes de recherche ont ratissé les parcs, les berges du Rhône et de la Saône, les terrains vagues. Des avis de recherche avec la photo d'Amélie ont été placardés dans toute la ville, distribués dans les commerces, les gares, affichés dans le métro
et les bus. La chambre d'Amélie a été minutieusement fouillée par les enquêteurs. Ils ont emporté son cahier de mémoire, ses cours, son agenda, tous ses effets personnels susceptibles de donner un indice. L'agenda révélait une vie estudiantine classique. Cours, sessions de bibliothèque, gardes à la librairie, quelques sorties avec des amis. Rien qui sorte de l'ordinaire. Aucun rendez-vous mystérieux le 10 mars. Simplement la mention « bu matin » pour bibliothèque universitaire. Le cahier de mémoire était rempli de notes denses sur les traumatismes familiaux, les secrets transgénérationnels, l'impact psychologique des non-dits. Les enquêteurs ont interrogé son directeur de mémoire, le professeur Henri Dumas, qui a confirmé qu'Amélie était une excellente étudiante, sérieuse, peut-être un peu trop absorbée par son sujet. Il avait remarqué qu'elle semblait émotionnellement investie dans sa recherche, ce qui n'était pas inhabituel pour les étudiants en psychologie, qui trouvaient souvent des échos personnels dans leurs études. Tous les amis d'Amélie ont été interrogés. Sophie Arnaud, bouleversée, a répété ce qu'elle avait déjà dit. Amélie semblait préoccupée ce vendredi matin, mais pas effrayée. Deux autres camarades de promotion ont mentionné qu'Amélie avait récemment posé beaucoup de questions sur les dossiers médicaux, sur l'éthique médicale, sur ce que devait faire un psychologue face à des secrets de famille potentiellement dangereux. Ils avaient pensé que c'était en lien avec son mémoire. L'attention des enquêteurs s'est naturellement tournée vers le docteur Vincent Fontaine. Ce message énigmatique trouvé dans la poche d'Amélie le désignait implicitement. Il a été interrogé à de nombreuses reprises, longuement, parfois durement. On lui a demandé de détailler sa journée du 10 mars, minute par minute. On a vérifié son emploi du temps, interrogé ses patients, son associé, sa secrétaire. Tous ont confirmé qu'il était bien au cabinet toute la journée, consultant des patients de 9h à 12h30, puis de 14h à 19h. 23 patients différents ce jour-là, tous identifiés, tous interrogés. Aucune absence inexpliquée. Le docteur Girard, son associé depuis 11 ans, a été catégorique. Vincent était un médecin exemplaire, un homme intègre, un père aimant. Jamais il ne ferait de mal à sa fille. Leur collaboration était excellente, ils n'avaient aucun conflit. Le cabinet fonctionnait harmonieusement. Le cabinet médical lui-même a été fouillé, avec l'accord de Vincent. Les enquêteurs ont examiné les dossiers médicaux, cherchant n'importe quoi qui pourrait expliquer le message d'Amélie. Ils n'ont rien trouvé d'anormal. Des dossiers de patients bien tenus, classés par ordre alphabétique, rien de suspect. Le bureau de Vincent était impeccablement rangé, comme on pouvait s'y attendre d'un médecin méticuleux. Les comptes bancaires de la famille ont été scrutés. Aucun retrait important, aucune transaction suspecte. Amélie n'avait pas retiré d'argent avant de disparaître. Son compte bancaire n'avait plus été utilisé depuis le 9 mars, la veille de sa disparition. Les théories se sont multipliées. Enlèvement par un inconnu, bien que sans demande de rançon. Fugue volontaire, bien que rien ne laissait penser qu'Amélie voulait partir. Accident, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Suicide, bien qu'aucun indice n'aille dans ce sens et qu'aucun corps ne soit apparu dans le Rhône ou la Saône, malgré les recherches. Les médias locaux se sont emparés de l'affaire. Le Progrès, le principal quotidien de Lyon, a publié plusieurs articles. La télévision régionale FR3 a diffusé un reportage. L'image d'Amélie, jeune femme sérieuse au regard intelligent, est devenue familière aux Lyonnais. Des témoignages ont afflué, certains sincères, d'autres fantaisistes. Une femme jurait avoir vu Amélie à la gare de Perrache le 11 mars. Un homme affirmait l'avoir aperçue à Paris, près de la Sorbonne. Toutes ces pistes ont été vérifiées. Aucune ne menait nulle part. Clairefontaine s'est effondrée progressivement. Cette femme discrète et forte est devenue l'ombre d'elle-même. Elle ne sortait plus de l'appartement, restait assise des heures à la fenêtre, guettant un retour qui ne venait pas. Elle avait maigri de façon inquiétante. Ses cheveux avaient blanchi en quelques mois. Elle refusait de débarrasser la chambre d'Amélie, laissant tout exactement comme c'était le 9 mars. Le pull bordeaux qu'Amélie portait ce dernier jour était soigneusement plié sur le lit, comme une relique.
Vincent, lui, s'était replongé dans le travail avec une intensité presque maniaque. Il consultait toujours plus de patients, prolongeait ses horaires, se portait volontaire pour toutes les gardes. Le docteur Girard s'inquiétait de le voir ainsi, mais comprenait que c'était sa façon de gérer la douleur. Vincent parlait peu de sa fille disparue, même avec son associé. Il répondait aux questions de l'enquête avec une coopération mécanique, mais ne s'épanchait jamais sur ses émotions. Madame Berger, la secrétaire, avait remarqué un changement subtil dans le comportement du docteur Fontaine après la disparition. Il était devenu plus distant avec les patients, plus froid. Il s'enfermait plus souvent dans son bureau entre les consultations. Parfois, elle le voyait immobile derrière son bureau, regardant par la fenêtre, complètement absent. Quand elle frappait pour lui annoncer le patient suivant, il sursautait toujours légèrement, comme tiré d'une pensée obsédante. Un détail étrange avait été rapporté par plusieurs patients réguliers du docteur Fontaine. Après mars 1989, il avait commencé à poser des questions inhabituelles lors des consultations. Des questions sur les secrets de famille, sur les choses qu'on cache à ses proches, sur le poids de la culpabilité. Ces questions semblaient sortir du contexte médical normal. Certains patients trouvaient cela dérangeant, d'autres pensaient que c'était sa façon de traiter son propre traumatisme. Les mois sont devenus des années. En 1990, l'enquête active s'est ralentie. Les pistes s'étaient toutes révélées infructueuses. L'inspecteur Mercier n'avait jamais vraiment lâché l'affaire, convaincu que Vincent Fontaine savait quelque chose, mais sans jamais pouvoir le prouver. Il avait pris sa retraite en 1995, laissant le dossier Amélie Fontaine à ses successeurs, avec une note personnelle, cherchée du côté du père. Le message de la fille est clair. Claire Fontaine est décédée en septembre 1996, à 56 ans seulement. Le certificat de décès mentionnait une insuffisance cardiaque, mais tout le monde savait qu'elle était morte de chagrin. Elle ne s'était jamais remise de la disparition de sa fille. Ses derniers mots à Vincent, selon une voisine présente ce jour-là, avaient été « Tu sais où elle est, dis-le-moi avant que je parte ». Vincent avait simplement secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues, incapable de répondre. Après la mort de Claire, Vincent était devenu encore plus solitaire. Il vivait seul dans l'appartement trop grand, entouré des fantômes de sa famille disparue. Le cabinet médical était devenu toute sa vie. Il arrivait tôt, partait tard. Le docteur Girard avait plusieurs fois suggéré qu'il prenne des vacances, qu'il consulte quelqu'un, mais Vincent refusait obstinément. Les années 2000 sont arrivées. L'affaire Amélie Fontaine était devenue un cold case, un de ces dossiers qui dorment dans les archives de la police, consulté de temps en temps par de jeunes enquêteurs curieux, mais sans espoir réel de résolution. Lyon avait changé, s'était modernisé. Le quartier de la Croix-Rousse s'était gentrifié. Les anciens habitants se souvenaient encore vaguement de cette jeune fille qui avait disparu il y a longtemps, mais pour les nouveaux arrivants, ce n'était qu'une histoire parmi d'autres. Vincent Fontaine avait continué à exercer jusqu'en 2006. À 69 ans, il avait finalement pris sa retraite, cédant ses parts du cabinet au docteur Girard qui avait trouvé un jeune associé. La passation s'était faite en douceur. Vincent avait méthodiquement transféré tous ses dossiers médicaux, dit au revoir à ses derniers patients fidèles, vidé son bureau de ses effets personnels. En janvier 2007, Vincent Fontaine est décédé d'un cancer du pancréas, diagnostiqué seulement 3 mois plus tôt. Il avait refusé tout traitement agressif, acceptant sa fin avec une sérénité troublante. Il est mort seul dans son appartement de la Croix-Rousse, retrouvé par une aide-soignante qui venait 3 fois par semaine. Sur sa table de nuit, les enquêteurs appelés pour le constat de décès ont trouvé une photo d'Amélie datant de ses 20 ans et un carnet fermé par un élastique. Le carnet contenait des dates, des adresses, des noms, mais rien qui ne puisse être relié clairement à la disparition de sa fille. C'était comme s'il avait voulu dire quelque chose, mais n'avait jamais trouvé le courage de le faire. Le cabinet médical de la rue des Tables Claudiennes est resté en activité sous la direction du docteur Girard et de son jeune associé jusqu'en 2008.
Mais Laurent Girard, alors âgé de 64 ans, a décidé de prendre sa retraite à son tour. En juin 2008, le cabinet a été mis en vente. Un promoteur immobilier souhaitait racheter le local pour le transformer en appartement, profitant de la hausse de l'immobilier dans le quartier. C'est lors de cette vente, lors des travaux préparatoires de rénovation, que tout a basculé. Le lundi 23 juin 2008, une équipe de 5 ouvriers est arrivée dans l'ancien cabinet médical pour commencer les travaux de désamiantage et de démolition intérieure. Le local était vide depuis 3 semaines. Le docteur Girard avait emporté tous les dossiers médicaux actifs qui avaient été transférés chez son successeur dans un autre quartier. Les meubles avaient été vendus ou donnés. Il ne restait que les structures fixes, les cloisons, les bibliothèques encastrées, les placards muraux. Marc Duval, le chef de chantier, un homme de 42 ans avec 20 ans d'expérience dans le bâtiment, avait commencé par l'ancien bureau du docteur Fontaine. C'était la pièce la plus grande, avec une fenêtre donnant sur la rue, une cheminée condamnée depuis longtemps et une immense bibliothèque en chêne massif qui occupait tout le mur du fond. Cette bibliothèque était vissée au mur et devait être déposée avant de pouvoir attaquer les cloisons. Vers 10h30, alors que Marc et son collègue Karim dévissaient les fixations de la bibliothèque, ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. La bibliothèque ne reposait pas directement contre le mur. Il y avait un espace d'environ 15 cm entre le fond des étagères et le mur de pierre. Au début, ils ont pensé que c'était simplement pour éviter l'humidité ou pour laisser passer les câbles électriques. Mais quand ils ont commencé à tirer la bibliothèque vers l'avant pour la démonter, ils ont entendu un bruit sourd, comme si quelque chose tombait à l'intérieur du mur. Marc a stoppé le mouvement et s'est penché pour regarder derrière la bibliothèque avec sa lampe torche. C'est là qu'il l'a vue. Une petite porte métallique d'environ 40 cm de côté, peinte de la même couleur que le mur, parfaitement dissimulée par la bibliothèque. « Karim, regarde ça », avait-il dit. Ils avaient tiré complètement la bibliothèque pour dégager l'accès. La petite porte avait une serrure simple, mais pas de poignée. Elle était manifestement conçue pour rester invisible. Marc avait essayé de l'ouvrir, mais elle était fermée. Avec un pied de biche, ils l'ont forcé sans trop de difficulté. Le métal était ancien, rouillé au coin. La porte s'est ouverte sur un compartiment creusé dans le mur, profond d'environ 50 cm. À l'intérieur, il faisait sombre et une odeur de renfermé s'en échappait. Marc a éclairé avec sa torche. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Une grande enveloppe Kraft, épaisse, poussiéreuse. Marc l'a sortie délicatement. L'enveloppe n'était pas scellée. À l'intérieur, un dossier cartonné vert, du type utilisé par les médecins pour les dossiers médicaux. « On devrait appeler quelqu'un », avait dit Karim mal à l'aise. Il y avait quelque chose de troublant dans cette découverte, dans cette cachette manifestement secrète. Marc a ouvert le dossier, par curiosité. Sur la première page, écrit à la main d'une écriture médicale précise, il y avait un nom. Amélie Fontaine, née le 23 janvier 1966, puis une date, mars 1989, et une mention troublante. Traitement non conventionnel, strictement confidentiel. Marc a feuilleté rapidement les pages suivantes. C'étaient des notes manuscrites denses, des dates, des observations médicales, des références à des séances, à un établissement spécialisé. Il y avait aussi des lettres. Certaines semblaient être des brouillons jamais envoyés, d'autres étaient des copies de correspondance avec des confrères. Plus troublant encore, il y avait des photos. Amélie, beaucoup plus jeune, peut-être 10 ou 12 ans, lors de ce qui ressemblait à des consultations médicales. Karim a sorti son téléphone portable. « Je vais appeler le patron », avait-il dit. Mais Marc l'a arrêté. « Non, il faut appeler la police. Ce truc, c'est bizarre. Regarde les dates. 1989. C'est il y a presque 20 ans. » Ils ont replacé soigneusement le dossier dans l'enveloppe, ont pris quelques photos avec leur téléphone portable et Marc a appelé le commissariat du 4e arrondissement. Il a expliqué qu'ils avaient trouvé des documents médicaux cachés dans un mur lors de travaux,
des documents qui semblaient anciens et potentiellement importants. 2 heures plus tard, à 13 heures, l'inspectrice Sophie Marchand est arrivée sur place. C'était une femme de 38 ans, inspectrice depuis 8 ans, connue pour son sérieux et sa ténacité. Elle avait les cheveux châtain courts, des yeux marrons perçants et une manière directe de parler qui mettait les gens à l'aise. Elle était accompagnée de son collègue, l'inspecteur Julien Blanc, plus jeune, 29 ans, qui prenait des notes sur un petit carnet noir. Marc lui a montré le compartiment, la porte métallique encore ouverte, et lui a tendu l'enveloppe. Sophie Marchand a enfilé des gants en latex avant de prendre l'enveloppe et d'en sortir le dossier. Elle a commencé à lire, debout dans l'ancien bureau du docteur Fontaine, entourée par les ouvriers silencieux qui attendaient. Au fur et à mesure qu'elle lisait, son visage s'est figé. Elle a levé les yeux vers Marc. « Amélie Fontaine, ce nom vous dit quelque chose ?» Marc a secoué la tête. L'inspectrice a continué. Une jeune femme a disparu à Lyon en mars 1989, fille d'un médecin. Son père exerçait dans ce cabinet. L'affaire n'a jamais été résolue. Elle a soigneusement remis le dossier dans l'enveloppe. Messieurs, ce local est maintenant une scène potentielle d'enquête. Vous devez arrêter les travaux immédiatement. Nous allons sécuriser les lieux et faire venir une équipe technique. Marc et Karim ont acquiescé, soulagés de ne plus avoir cette responsabilité. Ils sont sortis du cabinet avec les autres ouvriers, pendant que Sophie Marchand appelait sa hiérarchie et demandait le dossier froid d'Amélie Fontaine aux archives. Le reste de la journée, des techniciens de la police scientifique ont investi l'ancien cabinet. Ils ont photographié le compartiment sous tous les angles, relevé d'éventuelles empreintes digitales, examiné chaque centimètre du bureau. Le dossier a été placé sous scellé et transporté au commissariat. Sophie Marchand est restée sur place jusqu'au soir, supervisant les opérations. Elle avait récupéré le vieux dossier de l'enquête de 1989 depuis les archives. En comparant les deux, des éléments troublants émergeaient déjà. L'inspecteur Mercier, qui avait mené l'enquête initiale et était maintenant à la retraite, avait toujours soupçonné le père. Et voilà qu'on trouvait un dossier secret sur Amélie, caché par son propre père dans son bureau. En fin d'après-midi, Sophie a contacté le docteur Laurent Girard par téléphone. Il était choqué d'apprendre cette découverte. Non, il n'avait jamais su qu'il y avait un compartiment caché dans le bureau de Vincent. Non, il ne savait rien d'un traitement non conventionnel pour Amélie. Il ne l'avait même jamais vue en consultation. Vincent ne parlait jamais de sa fille au cabinet, sauf après sa disparition, et même là, il restait très pudique. « Est-ce que le docteur Fontaine avait des comportements inhabituels ?» avait demandé Sophie. Girard avait hésité longuement avant de répondre. Après la disparition d'Amélie, oui, il était différent, plus sombre. Il s'enfermait souvent dans son bureau. Mais je pensais que c'était le chagrin. Jamais je n'aurais imaginé qu'il cachait quelque chose de cette ampleur. Le soir même, Sophie Marchand a commencé à lire intégralement le dossier secret. Ce qu'elle a découvert dans ces pages a bouleversé sa compréhension de l'affaire. Le dossier secret du docteur Vincent Fontaine contenait 143 pages de notes manuscrites rédigées sur une période de 11 ans, de 1978 à 1989. C'était un document méticuleux, organisé chronologiquement, avec des observations cliniques détaillées qui révélaient une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Sophie Marchand a passé toute la nuit du 23 au 24 juin 2008 à lire et analyser ces pages. Elle s'était installée dans son bureau du commissariat, une tasse de café froid posée à côté d'elle, les fenêtres ouvertes sur la nuit d'été lyonnaise. Ce qu'elle lisait était si troublant qu'elle devait parfois faire une pause, se lever, marcher dans le couloir pour digérer les informations. Les premières pages dataient de novembre 1978. Amélie avait alors 12 ans. Les notes décrivaient une consultation inhabituelle que Vincent avait menée avec sa propre fille. Amélie présentait, selon son père, des symptômes psychologiques préoccupants, cauchemars récurrents, questions obsessionnelles sur son identité, angoisse inexpliquée. Vincent écrivait qu'il avait d'abord pensé à une simple crise d'adolescence, mais que les symptômes persistaient et s'aggravaient. Ce qui était troublant,
c'est que Vincent avait décidé de traiter sa fille lui-même sans consulter de psychiatre ou de psychologue. Il justifiait cette décision par la nécessité de protéger un secret familial qui, s'il était révélé, détruirait l'équilibre de notre famille. Cette phrase, soulignée dans le dossier, était le premier indice d'un secret plus profond. Les pages suivantes détaillaient des séances thérapeutiques que Vincent menait avec Amélie tous les mercredis après-midi, dans son bureau du cabinet, après les heures de consultation. Il utilisait des techniques qui mélangeaient la psychanalyse, l'hypnose et ce qu'il appelait reconditionnement mnésique. Il écrivait qu'il essayait de réorienter la curiosité naturelle d'Amélie vers des sujets moins dangereux pour la stabilité familiale. En janvier 1980, alors qu'Amélie avait 14 ans, une note plus longue expliquait le cœur du problème. Amélie avait découvert, en fouillant dans des vieux documents familiaux dans le grenier, un certificat de naissance qui ne correspondait pas à ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Le document indiquait que sa mère biologique n'était pas Claire Fontaine, mais une femme nommée Marie Legrand. Vincent Fontaine écrivait dans son dossier secret « Amélie a trouvé son véritable certificat de naissance. Elle sait maintenant qu'elle est adoptée, mais elle ne doit jamais connaître les circonstances de cette adoption. Marie Legrand était ma patiente. Elle est morte en 1966, 3 jours après avoir accouché d'Amélie, d'une hémorragie postpartum. J'étais son médecin traitant. J'ai commis une erreur de dosage dans le traitement anticoagulant pendant sa grossesse. Mon erreur a causé des complications lors de l'accouchement. J'ai falsifié certains documents médicaux pour masquer ma responsabilité. Claire et moi avons adopté Amélie officieusement, en la déclarant comme notre fille biologique. Si cette vérité sort, je perds ma licence médicale. Je suis poursuivi pour homicide involontaire et falsification de documents. Amélie ne peut pas savoir que je suis responsable de la mort de sa mère biologique. Sophie Marchand avait dû relire ce passage 3 fois pour en saisir toute l'horreur. Vincent Fontaine avait causé la mort de la mère biologique d'Amélie par une faute médicale, puis avait caché cette faute en adoptant l'enfant et en la faisant passer pour sa fille biologique. Et quand Amélie avait commencé à découvrir la vérité, il avait essayé de manipuler psychologiquement sa propre fille pour l'empêcher de poser des questions. Les notes continuaient sur plusieurs années. Vincent décrivait ses séances régulières avec Amélie, où il utilisait l'hypnose et la suggestion pour essayer de minimiser son intérêt pour ses origines. Mais Amélie, intelligente et déterminée, résistait. Elle posait de plus en plus de questions. Elle voulait savoir qui était Marie Legrand, comment elle était morte, pourquoi ses parents ne lui avaient jamais dit la vérité. En 1986, alors qu'Amélie avait 20 ans et étudiait la psychologie, la situation avait empiré. Vincent écrivait « Amélie étudie maintenant les mécanismes de défense, les secrets familiaux pathogènes. Elle fait des recherches sur les dossiers médicaux. Elle a essayé d'accéder aux archives de l'hôpital où elle est née. J'ai réussi à bloquer sa demande grâce à mes contacts, mais elle devient de plus en plus méfiante envers moi. Elle sait que je cache quelque chose. Claire ne sait rien de ces tensions. Je dois protéger Claire de cette vérité autant qu'Amélie. » Une note datée de janvier 1989 était particulièrement révélatrice. Amélie a choisi le sujet de son mémoire de master, les traumatismes transgénérationnels et les secrets médicaux dans les familles. Ce n'est pas une coïncidence. Elle cherche la vérité. Elle a contacté plusieurs médecins qui travaillaient à l'hôpital en 1966. J'ai appris qu'elle avait consulté les archives municipales concernant Marie Legrand. Elle a trouvé l'adresse où Marie vivait avant sa mort. Elle va finir par découvrir toute la vérité. Je ne peux plus contrôler la situation avec nos séances. Il me faut une solution plus radicale. Les dernières pages du dossier, datées de mars 1989, étaient les plus troublantes. Le 9 mars, la veille de la disparition, Vincent avait écrit « Amélie m'a confronté directement hier soir. Elle a trouvé le dossier médical original de Marie Legrand dans mes archives personnelles à la maison. Elle sait que j'ai commis une erreur médicale. Elle sait que je suis responsable de la mort de sa mère biologique. Elle m'a dit qu'elle devait en parler à quelqu'un,
que ce secret la détruisait de l'intérieur, qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre avec ça. J'ai essayé de la raisonner, de lui expliquer que révéler cette vérité détruirait la famille, me détruirait moi, détruirait Claire, qui ne sait toujours rien. Amélie était en larmes. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, qu'elle devait parler à un professionnel, peut-être son directeur de mémoire. Je lui ai dit que si elle faisait ça, je perdrais tout. Elle a répondu qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait plus porter ce secret seule. La dernière note, datée du 10 mars 1989, le jour de la disparition, était brève mais glaçante. Amélie est partie ce matin pour aller à la bibliothèque, mais elle m'a dit qu'ensuite elle irait voir le professeur Dumas pour lui parler de notre situation familiale. Je ne peux pas la laisser faire ça. J'ai contacté le docteur Bernard Arnoux, un ancien confrère qui dirige maintenant une clinique psychiatrique privée dans les Alpes, près de Grenoble. Il me doit des services. Je l'ai aidé il y a des années à masquer une erreur similaire. Il a accepté d'accueillir Amélie pour un internement volontaire de longue durée, sous un faux nom, pour un traitement dépressif sévère. Aucun dossier officiel. Je vais intercepter Amélie cet après-midi et la conduire là-bas. C'est la seule solution pour protéger la famille. Amélie comprendra avec le temps que c'est pour son bien et pour le bien de tous. Sophie Marchand était restée figée après avoir lu cette dernière note. Vincent Fontaine avait interné sa propre fille dans une clinique psychiatrique sous une fausse identité pour l'empêcher de révéler son secret. C'était une forme d'emprisonnement, un abus de pouvoir médical d'une cruauté inimaginable. Le dossier contenait aussi des copies de lettres échangées avec le docteur Arnoux. Ces lettres confirmaient l'arrangement. Arnoux écrivait en avril 1989 « Votre fille est bien installée ici sous le nom de Louise Martin. Elle a résisté au début, mais nous l'avons convaincue qu'elle souffrait d'une grave dépression et que l'internement était nécessaire. Le traitement pharmacologique que nous avons instauré devrait progressivement atténuer ces certitudes concernant les événements familiaux que vous m'avez mentionnés. Avec le temps et la thérapie, elle acceptera notre version des faits. » D'autres lettres, espacées sur les années suivantes, donnaient des nouvelles d'Amélie. En 1991, Arnoux écrivait « Louise continue à affirmer que son véritable nom est Amélie Fontaine et qu'elle a été internée contre son gré. Ses délires persistent, malgré le traitement. Elle reste convaincue qu'elle n'est pas malade et que tout ceci est une erreur. Nous maintenons le protocole thérapeutique. » En 1995, Louise s'est adaptée à la routine de la clinique. Elle participe aux activités, mais refuse toujours de reconnaître qu'elle souffre de troubles psychiatriques. Elle ne parle plus de sa prétendue identité de famille Fontaine depuis environ 1 an. Ce silence pourrait être un progrès, ou au contraire, une intériorisation problématique. La dernière lettre d'Arnoux datait de décembre 2006, quelques semaines avant la mort de Vincent. « Cher Vincent, Louise, ou Amélie comme vous préférez l'appeler dans notre correspondance privée, est toujours ici, 17 ans maintenant. C'est devenu une patiente résignée qui ne fait plus de vagues. Elle participe aux ateliers d'ergothérapie, aide même parfois le personnel. Elle a abandonné ses protestations il y a des années. Je vous confirme qu'elle n'a aucun contact avec l'extérieur, comme nous en avions convenu. Son dossier officiel la présente comme une patiente sans famille, internée pour schizophrénie paranoïde. Aucun risque qu'elle soit jamais libérée sans notre accord. » Sophie Marchand avait immédiatement cherché des informations sur cette clinique. La clinique du Val d'Alpes, située près de Grenoble, dans un petit village de montagne appelé Saint-Pierre de Chartreuse. C'était un établissement psychiatrique privé, spécialisé dans les internements de longue durée pour patients fortunés ou pour cas difficiles nécessitant une discrétion absolue. Le lendemain matin, le 24 juin 2008, Sophie Marchand avait briefé son supérieur, le commandant Richard Valette, sur ses découvertes. Valette, un homme de 52 ans au visage sévère mais aux yeux bienveillants, avait écouté sans l'interrompre. À la fin du récit, il était resté silencieux un long moment. « Si ce que vous me dites est vrai, nous parlons d'une séquestration de 19 ans. C'est monstrueux, avait-il finalement dit.
Mais nous devons procéder avec prudence. Le docteur Fontaine est mort. Nous ne pouvons plus l'interroger. Le docteur Arnoux, s'il est toujours vivant, niera probablement tout, et nous ne savons même pas si Amélie Fontaine est encore en vie. Sophie avait hoché la tête. Je demande l'autorisation de me rendre à cette clinique immédiatement, avec une équipe. Si Amélie Fontaine est là-bas, nous devons la libérer. Valette avait donné son accord. Dans l'après-midi du 24 juin, Sophie Marchand, accompagnée de 4 policiers en uniforme et d'un juge d'instruction qui avait émis un mandat de perquisition d'urgence, s'était rendue à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Le voyage avait duré environ 1h30 depuis Lyon. La clinique du Val-d'Alpe était un grand bâtiment blanc isolé, entouré de montagnes verdoyantes, situé à l'écart du village. De l'extérieur, cela ressemblait à un sanatorium d'avant-guerre, avec ses grandes fenêtres grillagées et son architecture austère. À leur arrivée, le directeur actuel de la clinique, le docteur Philippe Renard, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs et à l'allure distinguée, les avait reçus dans son bureau avec une politesse glaciale. Il avait examiné le mandat de perquisition avec attention. « Que puis-je faire pour vous, inspectrice ?» avait-il demandé. Sophie lui avait montré une photo d'Amélie Fontaine datant de 1989. « Nous recherchons cette femme. Elle aurait été internée ici en mars 1989 sous le nom de Louise Martin. Nous pensons qu'elle est détenue illégalement. » Le docteur Renard avait pâli légèrement. « Louise Martin. Oui, nous avons une patiente de ce nom. Mais je puis vous assurer que son internement est tout à fait légal. Elle souffre de troubles psychiatriques sévères depuis son admission. Nous verrons cela, avait répondu Sophie sèchement. Je veux la voir immédiatement. Ils avaient traversé la clinique, suivant le docteur Renard à travers des couloirs blancs, aseptisés, croisant des patients en robe de chambre qui les regardaient avec curiosité ou indifférence. L'endroit sentait le désinfectant et la tristesse. Des infirmières en blouse blanche les observaient passer avec méfiance. Louise Martin, ou plutôt Amélie Fontaine, occupait une chambre au 2e étage, dans l'aile est, réservée aux patients de longue durée. Le docteur Renard a frappé à la porte avant d'entrer. La chambre était petite, propre, spartiate. Un lit, une armoire, une chaise, une fenêtre avec des barreaux donnant sur les montagnes. Une femme était assise sur le lit, lisant un livre. Quand elle a levé les yeux vers eux, Sophie Marchand a immédiatement reconnu Amélie Fontaine malgré les 19 années écoulées. Elle avait 42 ans maintenant, ses cheveux bruns étaient striés de gris, son visage portait les marques de l'enfermement, mais c'était bien elle. Ses yeux verts, identiques à ceux de la photo, s'étaient écarquillés de surprise en voyant les policiers. « Madame » avait dit Sophie doucement, « je suis l'inspectrice Sophie Marchand de la police de Lyon. Pourriez-vous me dire votre nom ?» La femme avait regardé le docteur Renard, puis à nouveau Sophie. Elle semblait hésiter, comme si elle craignait une punition. Finalement, d'une voix rauque, qu'elle n'avait probablement pas beaucoup utilisée ces dernières années, elle avait répondu « Louise Martin ». Sophie s'était approchée, s'était accroupie devant elle pour être à sa hauteur. « Votre vrai nom, s'il vous plaît ». Des larmes avaient commencé à couler sur les joues d'Amélie. « Amélie. Mon nom est Amélie Fontaine. Je suis Amélie Fontaine. Je ne suis pas folle. Je l'ai toujours dit, mais personne ne m'écoutait. » Les heures qui ont suivi cette rencontre ont été intenses et émouvantes. Sophie Marchand a immédiatement placé Amélie Fontaine sous protection policière et ordonné son transfert vers un hôpital civil à Grenoble pour un examen médical complet et un soutien psychologique. Le docteur Renard et plusieurs membres du personnel de la clinique du Val-d'Alpe ont été placés en garde à vue pour séquestration et complicité. Amélie était dans un état de choc. Après 19 ans d'internement injustifié, après avoir été traitée comme une malade mentale, après avoir vu ses protestations interprétées comme des symptômes de folie, elle peinait à croire qu'elle était enfin libre. Dans l'ambulance qui la transportait vers Grenoble, accompagnée par Sophie et une psychologue de crise, elle n'arrivait pas à arrêter de parler. Je savais que j'avais raison. Je savais que je n'étais pas folle.
Mais après des années, on commence à douter. Les médicaments, les thérapies, tout était fait pour me faire croire que j'avais inventé ma propre vie. Il disait que mon identité d'Amélie Fontaine était une construction délirante, que mes souvenirs de ma famille étaient des faux souvenirs. J'ai tenu bon pendant longtemps, mais avec les années, je ne savais plus. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être que j'étais vraiment Louise Martin et que j'avais imaginé être quelqu'un d'autre. Elle sanglotait entre les mots. Mon père. C'est mon père qui a fait ça. Comment un père peut-il faire ça à sa propre fille? Je voulais juste comprendre la vérité sur mes origines. Je voulais juste savoir qui était ma vraie mère. Et il m'a enfermé pour ça, pendant 19 ans. À l'hôpital de Grenoble, Amélie a été examinée par une équipe médicale. Physiquement, elle était en relativement bonne santé malgré l'enfermement. Mentalement, l'évaluation psychiatrique était plus complexe. La docteure Marie Blanc, psychiatre responsable de l'évaluation, a conclu après 3 jours d'examen, Amélie Fontaine ne présente aucun trouble psychiatrique majeur. Elle souffre d'un stress post-traumatique sévère lié à son internement abusif, mais sa perception de la réalité est parfaitement claire et cohérente. Son internement était injustifié dès le départ et a constitué une forme de torture psychologique. Sophie Marchand a mené des interrogatoires approfondis avec Amélie pour reconstituer les événements de mars 1989. Amélie s'en souvenait avec une précision troublante, comme si ses souvenirs avaient été gravés dans son esprit par leur répétition obsessionnelle pendant les années d'enfermement. Le 10 mars, après avoir quitté la bibliothèque universitaire vers midi, je suis rentré à la maison comme je l'avais dit à Sophie, mon amie. Mais en arrivant dans notre quartier, j'ai trouvé mon père qui m'attendait dans sa voiture, garée rue des Tables Claudiennes, juste devant son cabinet. Il m'a fait signe de monter. Il avait l'air tendu, inquiet. Il m'a dit qu'il fallait qu'on parle, qu'il avait réfléchi à notre conversation de la veille, qu'il avait une solution. Amélie serrait les mains de Sophie en racontant, comme pour s'ancrer dans la réalité. Je suis monté dans la voiture. Je pensais qu'on allait juste parler, qu'il allait enfin me dire toute la vérité sur Marie Legrand, sur sa mort, sur son erreur médicale. Au lieu de ça, il a commencé à conduire. Je lui ai demandé où on allait. Il a dit qu'on allait voir quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre, un confrère spécialisé. J'étais confuse, mais je lui faisais encore confiance. C'était mon père. Elle a marqué une pause, essuyant ses larmes. On a roulé pendant plus d'1 heure. Quand on est arrivé devant cette clinique dans les montagnes, j'ai commencé à avoir peur. Je lui ai demandé ce qu'on faisait là. Il m'a dit que c'était pour mon bien, que j'avais besoin d'aide, que je ne voyais pas à quel point j'étais malade. Je lui ai dit que je n'étais pas malade, que je voulais juste la vérité. Il m'a attrapé le bras, fort, et m'a traîné à l'intérieur. Le docteur Arnoux nous attendait. Ils avaient tout planifié. La voix d'Amélie tremblait de colère et de douleur. Arnoux a immédiatement commencé à parler de moi, comme si j'étais une patiente, posant des questions sur mes symptômes, mes délires. Je protestais, je criais que ce n'était pas vrai, que j'étais saine d'esprit. Mon père restait silencieux, me regardant avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de culpabilité et de détermination froide. Arnoux a appelé des infirmiers. Ils m'ont injecté quelque chose. Je me suis débattu, mais ils étaient trop forts. La dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance, c'est le visage de mon père qui me disait « Pardonne-moi, Amélie, un jour tu comprendras ». Quand Amélie s'était réveillée, elle était dans une chambre de la clinique portant une blouse d'hôpital. On lui avait expliqué qu'elle s'appelait Louise Martin, qu'elle souffrait de schizophrénie paranoïde avec délires identitaires, qu'elle avait été amenée par sa famille qui ne pouvait plus gérer sa maladie. Chaque fois qu'elle protestait, qu'elle affirmait être Amélie Fontaine, cela était noté dans son dossier comme preuve de ses délires persistants. Les premiers mois ont été un cauchemar. Je refusais les médicaments, je criais que j'étais enfermée injustement. Ils m'ont mise en isolement plusieurs fois. Ils ont augmenté les doses de médicaments. Ces médicaments me rendaient confuse, somnolente. Parfois, je ne savais plus qui j'étais vraiment. C'était leur but, me faire douter de ma propre identité.
Amélie a expliqué comment elle avait progressivement adopté une stratégie de survie, faire semblant de s'améliorer, participer aux activités, mais ne jamais vraiment abandonner sa véritable identité à l'intérieur. J'ai compris que résister ouvertement ne faisait qu'empirer ma situation. Alors, j'ai joué le jeu. J'ai fait semblant d'accepter que j'étais Louise Martin. J'ai participé aux thérapies. J'ai pris les médicaments sans me plaindre. Mais chaque nuit, seul dans ma chambre, je me répétais mon véritable nom, mes vrais souvenirs, pour ne pas les perdre. Je me disais que si je tenais bon, un jour, la vérité sortirait. Sophie lui a demandé si elle avait revu son père après ce jour de mars 1989. Amélie a secoué la tête. Jamais. Il ne m'a jamais rendu visite. Je pense qu'il ne pouvait pas affronter ce qu'il m'avait fait. Parfois, je me demandais s'il regrettait, s'il pensait à moi. Maintenant, je sais qu'il est mort. Et je ne sais pas quoi ressentir. De la colère, de la tristesse, du soulagement, tout à la fois. L'enquête s'est élargie. Le docteur Bernard Arnoux, qui dirigeait la clinique en 1989 et jusqu'à sa retraite en 2003, a été localisé dans une maison de retraite à Grenoble. À 78 ans, souffrant de démence précoce, il était difficilement interrogeable. Mais des saisies de documents dans les archives de la clinique ont confirmé l'arrangement frauduleux avec Vincent Fontaine. Des dossiers incomplets, des falsifications, des paiements non déclarés. Le docteur Arnoux avait accepté d'interner Amélie illégalement en échange de services passés et d'une compensation financière. Le docteur Philippe Renard, qui avait pris la direction de la clinique en 2003, a juré qu'il ignorait tout de la situation réelle d'Amélie. Il avait simplement hérité d'une patiente de longue durée dont le dossier indiquait une schizophrénie chronique. Il n'avait jamais remis en question ce dossier. Cette affirmation était crédible, mais révélait une négligence professionnelle grave. Les médias se sont emparés de l'affaire dès que la nouvelle a filtré. Une femme séquestrée pendant 19 ans dans une clinique psychiatrique par son propre père médecin. Les gros titres ont fait le tour de la France. L'histoire d'Amélie Fontaine est devenue un symbole des abus possibles dans le système psychiatrique, des dangers du pouvoir médical non contrôlé, de l'importance de protéger les droits des patients internés. Amélie a dû affronter une autre vérité douloureuse. Sa mère, Claire Fontaine, était décédée en 1996, 12 ans plus tôt. Sophie lui a montré avec précaution les articles nécrologiques. « Elle ne s'est jamais remise de votre disparition », avait dit Sophie doucement. « Elle vous a cherché jusqu'à son dernier souffle. » Amélie avait pleuré longtemps. Maman ne savait rien. Papa l'a trompée aussi. Elle est morte en pensant que j'avais disparu, peut-être enlevée, peut-être morte. Elle ne saura jamais que j'étais vivante, enfermée, si proche. C'est insupportable. Une question restait en suspens. Pourquoi Vincent Fontaine avait-il caché ce dossier dans son bureau? Pourquoi ne l'avait-il pas simplement détruit? Sophie a posé la question à Amélie lors d'un entretien, quelques jours après sa libération. Amélie a réfléchi longuement avant de répondre. Mon père était un homme méticuleux, obsédé par les dossiers médicaux, par la documentation. Je pense qu'il ne pouvait pas détruire ce dossier parce que c'était sa confession. Il savait qu'il avait commis quelque chose de monstrueux. Il savait qu'il avait détruit ma vie pour protéger ses secrets. Garder ce dossier caché était peut-être sa façon de s'assurer que la vérité ne serait pas complètement perdue. C'était sa culpabilité qui l'empêchait de détruire les preuves. Quelque part, il voulait que la vérité soit découverte, mais pas de son vivant. Cette interprétation semblait juste. Vincent Fontaine avait vécu avec le poids de son crime pendant 19 ans, incapable de se confesser, mais incapable aussi d'effacer complètement les traces. Les semaines suivant la libération d'Amélie Fontaine ont été une période de reconstruction difficile, mais nécessaire. Amélie a dû réapprendre à vivre dans un monde qui avait changé énormément depuis 1989. La technologie, la société, même la ville de Lyon était différente. Elle avait 23 ans quand elle avait été enfermée. Elle en avait maintenant 42. Elle avait perdu presque 20 ans de sa vie. Un psychologue spécialisé dans les traumatismes complexes, le docteur François Morel, a accompagné Amélie dans cette transition.
Les séances étaient intenses, émotionnelles. Amélie devait traiter non seulement le traumatisme de l'internement injustifié, mais aussi le deuil de sa mère adoptive, la trahison de son père, la découverte de ses véritables origines. Sophie Marchand est restée en contact régulier avec Amélie pendant cette période, développant une relation qui dépassait le cadre strictement professionnel. Elle se sentait responsable, d'une certaine façon, d'aider Amélie à se réintégrer dans la société. L'enquête judiciaire a suivi son cours. Le docteur Bernard Arnoux, malgré son état de santé déclinant, a été inculpé de séquestration, faux en écriture publique et exercice illégal de la médecine pour avoir traité une patiente qu'il savait saine d'esprit. Son procès, en mars 2009, a été largement médiatisé. Arnoux, confus et parfois incohérent en raison de sa démence, a été reconnu coupable mais déclaré irresponsable pénalement en raison de son état mental. Il a été placé en établissement spécialisé. Le docteur Philippe Renard et plusieurs membres du personnel de la clinique du Val-d'Alpes ont été poursuivis pour négligence professionnelle grave. Renard a perdu sa licence médicale et a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. La clinique du Val-d'Alpes a été fermée administrativement et son autorisation d'exercice révoquée. Amélie a intenté une action civile contre la succession de Vincent Fontaine et contre la clinique pour obtenir réparation. Le montant des dommages et intérêts, fixé à près d'1 million d'euros, reflétait l'ampleur du préjudice subi. 19 années de vie volée, un traumatisme psychologique profond, la perte de sa mère adoptive, sans avoir pu lui dire au revoir. Plus difficile encore a été le processus de reconstruction identitaire. Amélie a voulu en savoir plus sur Marie Legrand, sa mère biologique. Avec l'aide de Sophie, elle a retrouvé des informations dans les archives municipales et hospitalières. Marie Legrand était une femme de 28 ans, célibataire, secrétaire dans une entreprise textile de Villeurbanne. Elle était tombée enceinte en 1965 d'une relation qui n'avait pas duré. Vincent Fontaine était son médecin traitant et l'avait suivi pendant sa grossesse. Les dossiers médicaux retrouvés confirmaient l'erreur de Vincent. Il avait prescrit un dosage inadapté d'anticoagulants pendant le dernier trimestre de grossesse, entraînant des complications lors de l'accouchement. Marie avait donné naissance à Amélie le 23 janvier 1966. Mais était décédé 3 jours plus tard d'une hémorragie massive. Vincent, paniqué par sa responsabilité et par les conséquences potentielles pour sa carrière, avait falsifié certains documents médicaux pour masquer son erreur. Lui et Claire, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, avaient alors adopté officieusement Amélie, la déclarant comme leur fille biologique. Amélie a visité la tombe de Marie Legrand au cimetière de Villeurbanne, une simple pierre avec son nom et ses dates. « Je ne l'ai pas connue, mais elle m'a donné la vie », avait dit Amélie à Sophie, qui l'accompagnait. « Et mon père, en essayant de cacher sa responsabilité dans sa mort, a détruit ma vie et la sienne. Quel gâchis !» La question de sa carrière s'est posée. Amélie avait été en 5e année de psychologie quand elle avait disparu. Son diplôme n'avait jamais été obtenu, évidemment. À 42 ans, fallait-il reprendre ses études. L'université Lyon 2, touchée par son histoire, lui a proposé de valider ses acquis et de lui permettre de terminer son master avec un mémoire adapté. Amélie a hésité longuement. Finalement, elle a décliné. « La psychologie me rappelle trop mon père et ses manipulations. Je veux faire autre chose. » Elle s'est tournée vers l'écriture. Son histoire, son témoignage, pouvait aider d'autres personnes victimes d'abus psychiatriques. Avec l'aide d'une journaliste, elle a commencé à rédiger un livre sur son expérience. L'écriture était thérapeutique, lui permettant de poser des mots sur des années de souffrance muette. Sophie Marchand a continué son travail d'enquêtrice, mais l'affaire Amélie Fontaine l'a profondément marquée. Elle a commencé à s'impliquer dans des associations de défense des droits des patients psychiatriques, utilisant son expertise pour identifier et prévenir d'autres cas d'internement abusif. Le docteur Laurent Girard, l'ancien associé de Vincent Fontaine, a été profondément choqué par les révélations. Il a contacté Amélie pour s'excuser, même s'il n'avait rien su. « J'ai travaillé avec votre père pendant plus de 30 ans. Je pensais le connaître.
Je n'aurais jamais imaginé qu'il était capable d'une chose pareille. Je suis désolé de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir posé plus de questions, lui avait-il dit lors d'une rencontre arrangée par Sophie. Amélie l'avait regardé avec une tristesse infinie. « Vous n'êtes pas responsable des actes de mon père. Il a trompé tout le monde, ma mère, vous, moi. Il était très doué pour compartimenter sa vie, pour séparer ses secrets de son apparence publique. » 2 ans après sa libération, en 2010, Amélie a publié son livre « Les murs invisibles, 19 ans séquestrés par mon père médecin ». Le livre a été un succès, touchant un large public. Les lecteurs étaient bouleversés par son histoire, par sa résilience, par sa capacité à reconstruire sa vie après une telle épreuve. Amélie a utilisé une partie de l'argent de son livre et de ses indemnités pour créer une fondation d'aide aux victimes d'abus psychiatriques. La Fondation Amélie Fontaine offre un soutien juridique, psychologique et financier aux personnes qui pensent être ou avoir été internées abusivement. En 2012, lors d'une conférence qu'elle donnait sur son expérience, Amélie a rencontré Thomas Guillot, un avocat spécialisé dans les droits humains. Leur relation s'est développée progressivement, prudemment. Amélie avait besoin de temps pour faire confiance à nouveau, pour ouvrir son cœur après tant de trahisons. Mais Thomas était patient, attentionné, respectueux de ses limites. Sophie Marchand a assisté à leur mariage en mai 2014, dans une petite cérémonie intime à Lyon. Voir Amélie sourire, heureuse, entourée d'amis et de personnes qui l'aimaient sincèrement, était émouvant. C'était la preuve que malgré l'horreur vécue, la reconstruction était possible. Amélie n'est jamais retournée dans l'appartement de la Croix-Rousse où elle avait grandi. Les nouveaux propriétaires ne savaient probablement pas l'histoire tragique liée à ce lieu. Elle préférait garder ses souvenirs d'enfance, ceux d'avant la découverte du secret, intacts dans sa mémoire. Elle a toutefois fait un pèlerinage à Saint-Pierre-de-Chartreuse, sur le site de l'ancienne clinique du Val-d'Alpes, maintenant fermée et en cours de démolition pour être transformée en résidence de tourisme. Debout devant les ruines, elle a ressenti une étrange sérénité. C'est fini. Ces murs ne peuvent plus m'emprisonner. Je suis libre. L'histoire d'Amélie Fontaine a conduit à des changements législatifs en France concernant les internements psychiatriques. Des mesures de contrôle plus strictes ont été mises en place. Des droits renforcés pour les patients, des audits obligatoires, des établissements psychiatriques. Son cas a montré les dangers d'un système où le pouvoir médical pouvait être abusé sans contre-pouvoir suffisant. En 2015, lors d'une interview télévisée, un journaliste a demandé à Amélie si elle avait pardonné à son père. Elle a pris son temps pour répondre, pesant chaque mot. « Le pardon est un processus complexe. Mon père a fait quelque chose d'impardonnable. Il a détruit ma vie pour protéger ses secrets. Il a privé ma mère de sa fille pendant ces dernières années. Il m'a enfermé, m'a fait passer pour folle, m'a volé 20 ans. Mais je comprends aussi qu'il était lui-même prisonnier de ses erreurs passées, de sa peur, de sa culpabilité. Il a fait un choix terrible à partir d'une erreur initiale. Puis chaque nouveau mensonge l'entraînait plus loin. Je ne pardonne pas ses actes. Mais j'ai fait la paix avec cette histoire. Je ne veux plus que la colère me définisse. Je veux que ma vie soit définie par ce que j'ai reconstruit, pas par ce qui m'a été volé. Ce cas nous montre à quel point les secrets familiaux peuvent détruire des vies entières et comment un abus de pouvoir médical peut mener à des tragédies inimaginables. L'histoire d'Amélie Fontaine est un rappel puissant que même les personnes les plus respectées, les plus intègres en apparence, peuvent cacher des ténèbres profondes. Mais c'est aussi une histoire de résilience extraordinaire, de la capacité humaine à survivre même aux pires trahisons et à reconstruire une vie digne d'être vécue. Qu'en pensez-vous? Avez-vous perçu les signes tout au long de cette histoire? Le comportement du docteur Fontaine après la disparition, ses questions étranges aux patients, son refus de parler, son dossier caché qui attendait d'être découvert? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour d'autres enquêtes approfondies comme celle-ci. Laissez un like si ce cas vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus et aux histoires vraies,
qui nous rappelle que la réalité dépasse souvent la fiction.